Bonjour tout le monde. Je suis Catherine Yawank, le directeur général de la Chambre de commerce franco-britannique et très heureuse de vous accueillir ce matin à ce petit atelier, ou à cet atelier, en fait, pourquoi petit, sur le sujet transformation workplace à 360 degrés, expérience collaborateur et engagement. Effectivement, aujourd'hui, engager ses collaborateurs est très important et nous avons la chance ce matin d'avoir parmi nous Céline Chavreau de Arch Design, heu, qui est Workplace Transformation Strategist, Consulting Practice Lead, heu, dont le métier est chez Arch Design, d'aider en fait les entreprises effectivement à revoir, leur stratégie au sein, des entrep de workplace au sein des entreprises. Audrey Marbier Lidvac, co-founder et CEO de Official, et Marion Gado, Head of Talent Management chez Hays. Donc, je te passe la parole, Céline, pour cet atelier que nous attendons avec impatience. Oui, alors juste avant de commencer, donc oui, pour compléter, ça fait effectivement une quinzaine d'années que j'accompagne les entreprises dans le déploiement de projets de transformation workplace à 360, dont 3 ans dans une agence anglo-saxonne, avant de rejoindre Arch Design en début d'année pour développer le pôle conseil. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un gros enjeu pour engager les collaborateurs, les faire revenir au bureau, même si on a bien compris qu'aujourd'hui, l'organisation du travail s'inscrivait dans un écosystème hybride. Malgré tout, vous avez dû entendre parler de Great Resignation qui nous arrive tout droit des États-Unis, où plus de 48 millions de collaborateurs ont donné leur démission. Ce phénomène est arrivé en Europe et plus particulièrement en France. Mais en France, alors même si effectivement on s'est aperçu que comment dire, le pourcentage des démissions a augmenté entre 2019 et 2021 et se poursuit encore aujourd'hui. On aurait tendance plutôt à parler de grand désengagement, Mmh. ce qui est d'une certaine manière plus critique parce que ça veut dire que les collaborateurs restent en poste, mais sont en démission passive, c'est-à-dire qu'ils vont faire le strict minimum, donc au détriment de la performance individuelle, de la performance d'équipe et in fine de la performance de l'entreprise. Et d'ailleurs, ce grand désengagement qu'on a commencé à observer en France, c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis, en Angleterre et dans le monde d'une manière générale. Et du coup, The Great Resignation est devenu The Quiet Quitting, qui est donc ce fameux désengagement. Donc, tout ça pour mettre en avant le fait que pour les entreprises et pour le leadership, déployer une culture de l'engagement, ce n'est plus une option, c'est juste Mmh. devenu incontournable. Aujourd'hui, on a des entreprises, des RH, des managers qui se font des nœuds au cerveau pour voir comment ils peuvent faire revenir les collaborateurs au bureau. On a des chiffres qui confirment que globalement, du mardi au jeudi, on a un taux de présence qui oscille entre 30 et 50%, et qui peut chuter en dessous de 10% le vendredi. Et puis le lundi, ça reste un jour assez variable. Donc les entreprises sont en train de voir comment elles peuvent réengager, remotiver les équipes dans un modèle qui est, je pense qu'elles l'ont compris, est devenu résolument hybride. Le modèle d'organisation du travail traditionnel qui est de faire venir les collaborateurs du lundi au vendredi de 9h à 18h, je pense qu'on peut dire fait définitivement partie du passé et qu'aujourd'hui, il faut s'inscrire dans une nouvelle réalité qui est celle
créer un parcours collaborateur qui peut commencer en télétravail, qui peut se poursuivre au bureau et qui peut se terminer dans un espace de coworking. Et c'est cette expérience collaborateur qui est fondamentale pour faire en sorte que le collaborateur se sente bien et puisse choisir le lieu de travail où il se sente le mieux en fonction de la tâche qu'il a à réaliser. Donc, il y a en fait, on parle beaucoup de propositions de valeur client, mais aujourd'hui, on va parler de propositions de valeur collaborateur. Quel parcours, quelle approche servicielle pour faire en sorte que les collaborateurs, en fait, viennent trouver sur le lieu de travail ce qu'ils n'ont pas chez eux, puisqu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez des collaborateurs qui viennent au bureau et puis en fait, ils se retrouvent sur un plateau vide et ça n'a pas de sens. Ils se demandent quel intérêt de venir au bureau, de faire 2 heures de trajet pour me retrouver tout seul sur un plateau derrière mon écran. On voit bien qu'il faut réinventer un écosystème pour que tout le monde s'y retrouve. Donc, bien évidemment, on est toujours et on sera encore pendant un certain temps dans une logique de test and learn parce qu'aujourd'hui, on n'a pas toutes les clés de lecture et on n'a pas toutes les réponses à cette nouvelle organisation du travail qui se profile. Mais l'idée, c'est de se donner les moyens justement de tester et de voir comment on peut faire évoluer cet écosystème. Donc, ce qui me permet d'enchaîner sur justement l'environnement de travail indépendamment de celui qu'on a chez soi ou dans les tiers-lieux. Il y a effectivement le bureau qui reste incontournable, même si il y a quelque temps, on évoquait la possibilité de voir disparaître le bureau. C'est une réalité, le bureau ne disparaîtra pas. Mais par contre, il faut le réinventer. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle fonction du bureau qui se dessine. Et aujourd'hui, ce que les collaborateurs viennent chercher sur le lieu de travail, c'est de pouvoir collaborer face-to-face et c'est de pouvoir socialiser, ce fameux lien social qu'effectivement tout le monde a perdu pendant cette tranche de crise sanitaire où tout le monde s'est retrouvé confiné chez soi. Donc aujourd'hui, en fait, les entreprises sont en train de repenser leur stratégie immobilière et leur stratégie workplace pour réorganiser leurs espaces de travail et les transformer en hub de collaboration et de socialisation et rendre par là même les collaborateurs acteurs de ce changement et acteurs de ce nouvel environnement. Donc c'est pour ça que plutôt que parler de collaboratif, elle va parler de collaboratif, c'est-à-dire vraiment être acteur de ces moments de collaboration et puis à côté de ça, créer des espaces qui vont justement permettre les rencontres impromptues, spontanées, qui ne sont pas recherchées, en créant ces fameux espaces de collision et laisser toute la place à la sérendipité et faire en sorte que justement il y ait des moments de créativité et d'innovation, d'idées nouvelles qui émergent au détour de ces espaces. Alors bien sûr, qui dit environnement de travail orienté collaboration, socialisation, dit flexibilité, modularité. Donc, donner la possibilité aux entreprises de modeler ces espaces au gré des changements que connaissent les organisations. S'il y a une chose dont on est sûr, c'est que le changement est perpétuel. Donc, on est dans un process de transformation itératif, dynamique, qui fait qu'il faut se donner la possibilité de pouvoir remodeler les espaces au gré de ces changements et en faire des espaces polymorphes et donner la possibilité de revoir complètement
l'organisation spatiale en lien avec les changements organisationnels. Et comme je disais en préambule, le lieu de travail ne commence pas et ne s'arrête pas au bureau. Il peut commencer en télétravail et peut se poursuivre dans un tiers-lieu. Donc, d'où cette notion de parcours digital qui est extrêmement important. Comment faire en sorte que le parcours collaborateur soit fluide, qu'il n'y ait aucune rupture, qu'il n'y ait pas de friction, et faire en sorte qu'il y ait tout un écosystème technologique et digital qui accompagne ce parcours et qui fera qu'on pourra délivrer à la fin de la journée une expérience collaborateur personnalisée et augmentée. Et last but not least, la notion, la dimension servicielle, elle est juste fondamentale. Je disais justement qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut apporter aux collaborateurs sur le lieu de travail qu'ils n'ont pas chez eux, sachant que on n'est pas tous égaux dans nos environnements de travail. Donc, certains voudront faire du full remote, d'autres voudront faire du full office, et puis d'autres trouver un équilibre entre les deux par rapport à des considérations professionnelles par rapport au métier exercé, mais aussi par rapport à des considérations personnelles, parce que si je prends l'exemple des jeunes générations qui n'ont pas forcément l'environnement de travail adéquat chez eux, parce qu'ils vivent dans des petits appartements, parce qu'ils n'ont pas la connectivité qui va bien, et puis parce que ils démarrent dans la vie du travail et que pour eux, le lieu du travail est justement l'occasion d'apprendre, de découvrir le monde de l'entreprise, de pouvoir bénéficier de ce fameux mentorship indispensable pour grandir dans leur sphère professionnelle respective. Mais indépendamment de cela, il y a une dimension servicielle que tout le monde recherche au bureau et qu'il faut savoir délivrer. Donc, pour terminer mon propos, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'adresser les 4 piliers d'une transformation workplace à 360, en remettant bien évidemment, vous l'avez compris, l'humain au cœur des réflexions, mais en appréhendant aussi ces dimensions organisationnelles. On a parlé de culture de l'engagement qui est devenue incontournable, mais aussi les nouvelles postures managériales inhérentes au déploiement de modèles de travail hybrides, bien évidemment les lieux de travail en tant que tels, comment repenser l'organisation spatiale et redéfinir la fonction du bureau avec bien évidemment un écosystème technologique et digital qui permettra d'adresser l'ensemble des attentes et des besoins des collaborateurs, avec en fil rouge, je ne l'ai pas encore mentionné, la dimension RSE, qui est également indispensable. Comment bien appréhender ces projets de transformation au regard des critères imposés par les 3 piliers du développement durable, économique, social et bien évidemment environnemental. Donc quelques notions, au-delà de ça, quelques notions importantes. Culture d'entreprise, ça nécessite effectivement au leadership de revoir leur culture d'entreprise et leur raison d'être. Qui dit travail hybride, dit confiance, dit autonomie, dit responsabilisation, et puis dit aussi redonner du sens au travail de chacun pour justement promouvoir, encourager, améliorer cet engagement quotidien. Et puis bien intégrer le fait qu'il y a une notion d'intentionnalité quand on vient au bureau. Pourquoi je viens au bureau? Et Audrey nous en parlera juste après. Il y a des outils qui existent et qui permettent justement d'adresser cette nouvelle dimension. Et puis, qui dit flexibilité, dit liberté d'action, donner effectivement le choix aux collaborateurs de pouvoir choisir l'unité de temps et de lieu en fonction de l'action, c'est-à-dire de la tâche à réaliser à un instant T. Est-ce que je suis en mode concentration, production, ou est-ce que je suis en mode collaboration, socialisation?
Voilà, je laisse la parole à Audrey, qui va vous présenter une toute nouvelle solution qu'elle a lancée Par il y a contre, tout septembre. Céline, juste Isabelle Guggenheim me fait remarquer qu'au constat que tu viens de donner, il va s'ajouter la question des échos d'énergie et fermeture partielle peut-être des bureaux. Alors, c'était un très bon point parce qu'il y a tellement de messages à faire passer qu'on en oublie forcément. Et j'ai oublié une dimension importante, c'est qu'aujourd'hui, on parle de surdensification. Je m'explique. Effectivement, pour parer à ce phénomène de vaisseau fantôme, de ces bureaux vides, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de proposer aux entreprises de fermer certains espaces, certains jours de la semaine. C'est-à-dire que, je prends un exemple, une entreprise qui est déployée sur 3-4 niveaux et qui s'aperçoit que le vendredi, elle a un taux de présence de moins de 10%, ben pourquoi pas concentrer l'ensemble des collaborateurs sur un seul plateau pour que justement, ben, il y ait cet effet comment dire, que les collaborateurs puissent venir trouver ce lien social, pouvoir rencontrer leurs collègues, puisque c'est une de leurs volontés. Et par la même occasion, ben, ça permet de rentrer dans une logique d'économie d'énergie et de maintenance sur les niveaux qui seront temporairement fermés sur une période donnée. Donc, tout à fait, très, 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 très bonne remarque. Donc, Je prends la main sur la partie official, un peu de contexte quand même pour présenter la solution. Merci Céline pour ce panorama parce qu'on partage tellement de, de points communs sur la vision du bureau et son futur. Moi, j'ai créé Official il y a 2 ans après avoir passé 3 ans à ouvrir des WeWork à travers le monde et à devoir gérer la fermeture des WeWork pendant la pandémie et à gérer les flux des personnes. On ne savait pas s'ils devaient rester ou venir selon l'impériosité de leur job. C'était extrêmement compliqué à organiser. Et je me suis dit que si les entreprises allaient au-delà des WeWork, devoir affronter ces nouveaux modes de travail sur le mystère des flux dans les bureaux, ça allait être très compliqué. En effet, il faut savoir accueillir la volonté de liberté de chacun des collaborateurs dans ce nouveau monde hybride. Je viens 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, quelquefois cadré par des accords télétravail, mais pas toujours. Et quand ils le sont, pas toujours respectés en tout cas. Et puis de l'autre côté, l'entreprise qui a évidemment envie de faire revenir ses collaborateurs, qui a investi dans ses bureaux et qui a envie de les voir utilisés évidemment. On a trouvé que la pierre angulaire et ce que définit McKinsey comme make an office worse to commute, c'était le manager. Aujourd'hui, en effet, il faut motiver le salarié à venir au bureau et il vient évidemment parce que cet endroit est extrêmement agréable. En tout cas, quand il est designé par H-Design, mais on va espérer que le minimum vital est là dans la plupart des bureaux dans le monde. On vient au bureau parce qu'il y a d'autres personnes au bureau. Comme le disait Céline, on ne vient pas dans un open space aussi beau soit-il pour parler tout seul à la machine à café. On vient parce que d'autres personnes sont présentes et qu'on va pouvoir avoir ces moments de travail collaboratif dans un monde idéal de sérendipité, de pouvoir se croiser et se frotter au savoir de l'autre, notamment quand on débute, quand on est onboardé. De façon encore plus triste quand on quitte l'entreprise, combien de personnes ont fait un pot de départ virtuel comme on est en train de faire ce matin après 10 ans dans l'entreprise. C'était assez dur. Donc, on a décidé de créer Official pour que tout le monde puisse voir qui est au bureau aujourd'hui et qui il sera demain, qui il sera la semaine prochaine pour organiser au mieux ces moments collaboratifs. Au tout début, cet outil, c'était vraiment juste un Excel qui aurait avalé un doodle où tout le monde mettait ses conditions de présence et ça marchait plutôt pas mal au début. Et puis, on s'est vite rendu compte que le manager à qui on avait imposé beaucoup de pression, notamment sur
faire rentrer les chiffres du business, son job habituel, mais le transformer aussi en gentil organisateur du Club Med qui est le garant de la collaboration sur le lieu de travail. Donc, il a fallu que notre outil, qui est un gestionnaire de présence à la base, se dote de nouvelles fonctionnalités pour aider ce manager en souffrance. 52% de managers se reportent être près du burn-out ou déjà en burn-out parce qu'on leur a mis vraiment beaucoup de pression. Donc, nous, on a décidé de leur enlever cette charge mentale de l'organisation des équipes et de pouvoir le faire plus facilement. Créer des événements, savoir qui sera au bureau, faire en sorte que les équipes se croisent, concentrer la data qui pourrait dire, par exemple, vous n'avez pas vu Céline depuis 32 jours. Vous n'avez pas croisé Olivier depuis 62 jours. Vos équipes ne se sont pas croisées entre elles depuis 5 à 6 jours. Qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine pour recréer du lien? Et dans le fond, on voudrait, nous, être, et on se déclare être, le planning préféré des gens qui aiment se retrouver au bureau, parce qu'on croit fondamentalement que le bureau est l'outil merveilleux pour le manager pour recréer ce lien et cette culture d'entreprise. Céline parlait aussi de l'extra-densité. J'y crois énormément. Je pense que plus on est au mètre carré, plus la vibration du bureau est intense et plus on doit être ensemble. Il n'y a rien de plus déprimant que des plateaux où il y a 4 personnes, 6, et dont on sent, dont on ressort sans aucune énergie parce que être loin les uns des autres, ça ne crée pas cette densification et ces occasions de sérendipité dans le fond. Plutôt que continuer à beaucoup parler de ce que vous connaissez déjà, on a fait un petit film démo pour vous aider à comprendre comment fonctionne Official et comment les personnes l'utilisent. La chose la plus importante chez Official, c'est d'organiser la liberté. Donc, comme le disait Céline, laisser chaque individu dans l'entreprise organiser son temps comme il le souhaite. Aller en contrainte sur des désirs individuels, c'est juste créer des exceptions en permanence de personnes qui vont dire « Ah bah oui, mais moi, ce mercredi, je ne pourrai pas venir parce que mon chat est malade, ma belle-mère est là ou j'attends le livreur de Darty. » Et les managers n'en peuvent plus, en fait, d'entendre ces excuses. Finalement, il faut accepter que tout le monde ait un désir individuel d'organisation et qui peut être fluctuant et changeant selon les semaines. L'autre partie, ça va être la transparence et la collaboration. Donner ses désirs individuels nécessite que tout le monde puisse l'avoir pour qu'on puisse tous s'organiser autour des libertés de chacun. C'est vraiment ce qui a animé la philosophie de la création de l'outil, qui est un outil technologique, mais qu'on a voulu le plus ouvert possible. Et quand une entreprise nous demande de cacher des collaborateurs ou de contraindre les règles du télétravail, on les envoie vers nos concurrents, puisqu'on pense que le succès du travail hybride passera par l'organisation de cette liberté. On va laisser la parole à Marion et puis je vais switcher de screen à partager pendant que Marion, justement, va nous faire un retour d'expérience concret sur ce qui a été déployé chez Hays pour engager les collaborateurs et qui est toujours dans une phase de test and learn. Mais Marion va nous l'expliquer beaucoup mieux que moi. Alors, attendez, est-ce que mon micro est… Oui, c'est bon. Alors, chez Hays, il y a beaucoup de choses à dire, en fait. Je ne sais pas par où commencer, mais vous allez me guider. Alors, chez Hays, en fait, on est aujourd'hui un peu près de 1000 salariés, 1000 collaborateurs. Une population qui est une population, donc on est un cabinet de recrutement, 75% de nos salariés sont ce qu'on appelle des fee earners, ce sont du coup des recruteurs, des commerciaux, et puis 25% du reste de la population est constituée des fonctions support. On a une population assez jeune, et qui se renouvelle aussi assez régulièrement. Donc, la moyenne d'âge chez Hays est de 31 ans. Je vous dis tout ça pour dresser un peu un premier tableau introductif pour comprendre un peu cette population qui fait l'entreprise. Beaucoup de recrutements chaque année, une centaine de stagiaires et entre 150 et 200 consultants. Ce qui veut dire que je pense que déjà, on a une population du coup très jeune à former. Et en fait, pour revenir sur cette question de l'engagement avec les nouvelles envies des jeunes salariés qui arrivent sur le marché du travail,
ça passe déjà en première étape par le onboarding. Je pense que là, on a revu en fait depuis notamment la crise sanitaire, on a revu notre process de onboarding parce qu'on faisait beaucoup de, on faisait des intégrations à distance, on avait commencé à former à distance, etc. Et notamment, on a ce qu'on appelle une Welcome Days, qui est en fait notre journée d'intégration, qui était réalisée à distance. Et depuis le début de l'année, on est revenu sur un format en présentiel parce qu'on s'est rendu compte que les salariés étaient vraiment en demande de ça et que ça faisait partie d'un premier point d'entrée dans l'entreprise. Et évidemment, on s'est tout rendu compte, mais comme tout le monde, que la crise sanitaire avait fait beaucoup de mal au niveau notamment de la formation et de l'intégration et de la transmission de la culture d'entreprise et la transmission de nos valeurs, etc. C'est-à-dire qu'on peut transmettre à distance, mais rien ne vaut en fait l'expérience terrain d'être sur place avec son manager, avec d'autres collaborateurs, d'autres consultants, junior, confirmé, senior, et d'être dans un espace de travail collectif, etc. Ce qui fait qu'on a mis en place chez ACE un accord sur le télétravail qui est assez, qui on va dire qui est à différents niveaux, donc qui est différent en fonction des populations, entre les fee earners et puis les fonctions support, et qui diffère aussi en fonction de l'ancienneté des collaborateurs, c'est-à-dire que on gagne, on va dire, du télétravail en fonction de son ancienneté. Et au départ, l'objectif est d'avoir un maximum de présence au bureau, parce qu'en fait, on considère qu'on apprend beaucoup en regardant les autres travailler, en regardant son manager décrocher son téléphone, faire un entretien. Et donc, on est revenu sur des fondamentaux, on va dire, au niveau de tout notre process de onboarding, et en s'adaptant, évidemment, l'objectif, c'est de s'adapter à cette population qui arrive dans nos bureaux, dans notre entreprise et sur le marché du travail, mais avec un format, on va dire, qui est un petit peu un format de retour en arrière, notamment sur le fait de venir et d'être en présentiel. Alors, les équipes sont différentes entre les consultants en recrutement et les fonctions support. Et c'est vrai que, par exemple, les consultants n'ont pas on a mis en place, par exemple, le flex office pour les fonctions support, on ne l'a pas mis en place pour les consultants. Donc, en fait, on a, du coup, en fonction des populations, des expériences de travail qui sont un petit peu différentes. Comme disait Céline, on est en test and learn, c'est-à-dire qu'on a mis en place des choses. Notre accord sur le télétravail, il est renouvelé chaque année. Donc, chaque année, on modifie, on adapte, on améliore, on va ajouter des choses et puis en supprimer d'autres. On essaye d'être le plus possible en adéquation avec les volontés à la fois des salariés, mais aussi les problématiques que peuvent rencontrer les managers sur, évidemment, ces temps de présence, etc. Alors, on a globalement donné des indications. On a un cadre qui est fixé par l'accord sur le télétravail, mais après, on a donné des indications et chaque manager, donc on a une vingtaine de bureaux aujourd'hui en France, chaque office manager, chaque manager de bureau ou chaque manager d'équipe a la possibilité de choisir du coup des jours de présence, on va dire obligatoires pour ses salariés, ce qui permet en fait aux équipes de se retrouver au moins un jour par semaine, voire 2 jours par semaine, de travailler ensemble et de pouvoir profiter de ces journées-là pour échanger sur des projets en commun, sur voilà, se former à d'autres, enfin voilà, partager, échanger. Et c'est vrai que du coup, ça permet aussi aux consultants, aux managers de pouvoir adapter leur semaine de travail en fonction de leurs objectifs et de leurs priorités. Donc, c'est-à-dire que sur des journées, il y a des journées qui vont être plus consacrées effectivement à du reporting, de la réflexion, de la stratégie, et d'autres journées sur le terrain qui seront effectivement plutôt consacrées à de travail collaboratif, etc., comme vous disiez précédemment. On a donc pour la population des fonctions support mis en place le Flex Office. Donc moi, je suis en train de tester le Flex Office depuis le début du mois de septembre. Alors, on n'a pas d'outil aujourd'hui contrairement à l'outil, on va voir la présentation de l'outil d'Audrey, mais aujourd'hui, on a simplement en fait une application qui s'appelle Power Apps qui a été développée par notre groupe et qui nous permet de réserver une place. Mais on n'a pas la possibilité d'avoir effectivement, j'imagine, une visibilité sur la présence des autres. Alors, on a quand même le floor plan avec l'indication des places qui ont été réservées, mais c'est un outil qu'on est en train de commencer à utiliser, donc, et puis qui est assez, je pense, assez sommaire par rapport à ce que vous allez nous présenter. Néanmoins, ça permet en tout cas d'avoir une place réservée et d'être sûr de pouvoir être assis. Aujourd'hui, 100% des salariés ont leur ordinateur portable avec le casque, etc. Et donc peut se déplacer, finalement, n'importe quel salarié peut se déplacer partout dans l'espace de travail. La seule problématique, ça va concerner certaines fonctions qui ont un double écran,
donc les équipes notamment du marketing, certaines équipes à la comptabilité qui vont fonctionner avec 2 ou 3 écrans. Et là, effectivement, ce sont des espaces qui sont plutôt réservés. Mais en dehors de ça, on a la possibilité d'aller travailler dans n'importe quel étage, avec n'importe quelle équipe. Bon, on se rend compte que les salariés, les collaborateurs ont envie de travailler en équipe, entre eux. Donc, moi, je sais qu'avec mon équipe, on a fixé une journée et on travaille ensemble, on réserve des places ensemble. L'objectif, c'est évidemment de pouvoir travailler et partager des moments formels, informels, de créer du lien, en fait. Parce que créer du lien à distance, évidemment, quand on n'a pas eu le choix pendant la crise sanitaire, on s'est adapté. Hein, on a essayé de former, on a formé nos managers à la conduite de réunions à distance, au management à distance, mais rien ne vaut le fait de travailler ensemble, de montrer son écran d'ordinateur, d'entendre son manager faire une prise de référence au téléphone ou de débriefer avec un client pour présenter un candidat. Donc, l'expérience à côté les uns des autres est un bien meilleur apprentissage, notamment pour la population junior qu'on intègre. Là, on a intégré près de 70 personnes au mois de septembre. On a fait des formats qui sont des formats d'intégration un peu différents. On a notamment une partie des équipes qui est intégrée en format de ACE Academy, qui est un format de formation dense pendant 3 semaines. Donc là, ils sont sur le terrain, ils sont sur place. Pour les autres, de toute façon, pour tous les collaborateurs qui intègrent, maintenant, on est sur une intégration en présentiel et l'objectif étant de retrouver vraiment cette culture de travail, cette culture d'entreprise, transmettre nos valeurs, transmettre. Donc voilà, ça, je pense que c'est important. Pour revenir sur le flex office, pour l'instant, alors il y a effectivement l'idée de pouvoir à terme, je pense, réduire aussi un peu la surface, parce qu'on a notre siège est à Paris, boulevard Haussmann. Donc, au siège, nous avons à peu près 300-350 salariés. On va dire pour moitié des consultants en recrutement, pour l'autre moitié des fonctions support. L'objectif de la direction, c'est à terme de pouvoir réduire les bureaux. Donc, effectivement, on est en flex parce que pour pouvoir tourner et parce que notre place est réduite. Je donnais un exemple, on en parlait avec Céline précédemment. On est au sein du plateau sur lequel je gravite, on va dire. On est 35 collaborateurs et on a 22 places. Donc, c'est-à-dire qu'on doit tourner. Donc, on s'est organisé. Ça a nécessité une organisation. C'est organisé pour que chaque équipe puisse avoir 1 ou 2 jours fixes pendant lesquels toutes les places, en fait, ils ont la possibilité de venir en entier, en totalité dans l'équipe. Il reste évidemment des places que peuvent occuper du coup les autres équipes. Mais en tout cas, on a permis, même si on est en flex, on a permis en fait aux équipes de pouvoir avoir au moins 1 à 2 journées ensemble. Et ça, c'est vraiment très important parce que toutes les discussions informelles qu'on peut avoir notamment et la création du lien, on se rend compte qu'elle n'est pas du tout aussi efficace, elle n'est pas du tout aussi efficace à distance. C'est-à-dire qu'on a beau, quand on fait une réunion, la réunion peut commencer par 5 minutes d'informel où on peut prendre un petit café, partager un petit café virtuel ensemble, mais au final, les vrais échanges en fait informels se font à la machine à café, pendant l'heure du déjeuner, entre 2 réunions, dans un couloir, dans une cage d'escalier. Mais voilà, donc ça, c'est ce qui manquait vraiment aux collaborateurs et ils sont ravis de l'avoir retrouvé. On a aussi une problématique qui est avec une population de jeunes, qui est que effectivement la plupart de nos jeunes collaborateurs n'ont pas d'espace de vie aussi suffisamment grand pour permettre d'avoir un bureau et un espace de travail qui soit, on va dire, bien adapté, qui soit confortable. Donc c'est vrai qu'on a eu des demandes assez vite de collaborateurs, de jeunes collaborateurs, de revenir quand on sortait de la crise sanitaire. On a eu spontanément beaucoup de collaborateurs qui nous ont dit: dès que vous ouvrez les bureaux, quand est-ce que vous ouvrez les bureaux? Dès que vous ouvrez les bureaux, je reviens, j'ai envie de revenir. Et donc, on a réouvert les bureaux plus tôt, aussi parce qu'on avait des collaborateurs en demande et puis des collaborateurs en souffrance. C'est-à-dire qu'on avait des collaborateurs qui se retrouvaient perdus. On a des collaborateurs qui ont été intégrés à distance, des collaborateurs qui sont partis, comme vous disiez tout à l'heure, qui ont fait des pots de départ à distance. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on veut vraiment maintenant éviter complètement. Et donc, on conservera toujours une surface de travail qui permette d'accueillir beaucoup de personnes. Pour l'instant, les équipes ne se mélangent pas beaucoup. C'est-à-dire que sur les rares jours de présence, les 2-3 jours de présence par semaine, les personnes ont envie de se retrouver entre elles, dans leurs équipes. Donc il n'y a pas encore beaucoup de mélange dans les étages. Et voilà, mais ça va peut-être venir aussi. Peut-être que ça viendra avec le temps. Avec cette nouvelle habitude de travail. Donc ça, on va voir comment les choses évoluent. Après, par rapport à cette question aussi du flex et de l'ouverture aussi à l'équilibre vie privée, vie professionnelle, je voulais rebondir sur une autre chose parce que
Par exemple, la direction a décidé de fermer les bureaux une semaine pendant la période de Noël. Donc, et ça répond à plusieurs objectifs. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un objectif d'économie d'énergie, parce que clairement, je pense que la plupart des grandes entreprises vont avoir cet objectif d'économie d'énergie cette année. Donc, ça répond à notre politique RSE Green qui va être de dire on va économiser, puisque un de nos plus gros points de dépenses énergétiques, c'est effectivement l'électricité dans les bureaux, l'électricité et le chauffage. Donc, on a décidé du coup de fermer les bureaux pendant une semaine et de permettre à nos collaborateurs de pouvoir travailler sur cette semaine-là, dans n'importe quel bureau de Hayes en France, donc dans nos 23 bureaux, et de pouvoir aussi travailler en télétravail pendant toute cette semaine-là. L'objectif étant de pouvoir permettre aussi des rapprochements familiaux. On se rend compte aussi qu'on a beaucoup donc de jeunes. On a une population assez importante de stagiaires alternants. On a entre 100 et 120 stagiaires alternants en permanence dans l'entreprise. Donc, ce sont aussi des personnes qui vont pouvoir rentrer chez elles pendant la période des fêtes, travailler, mais travailler dans leur famille. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place et qui répond du coup toujours à un objectif global, c'est-à-dire de dire à la fois on va essayer de permettre d'avoir un meilleur équilibre vie privée et vie professionnelle, on va permettre plus de flexibilité puisque du coup la personne se retrouve peut travailler dans n'importe quel espace de travail et puis on va faire aussi des économies d'énergie, ce qui correspond du coup aussi à des contraintes, on va dire, budgétaires de l'entreprise. La seule contrainte pour le salarié, c'est d'informer son manager de l'endroit où il va travailler, puisque la DRH veut être informée pour des questions aussi, je pense, d'assurance, du lieu de travail en fait du collaborateur. Donc, on a dit France métropolitaine et Luxembourg, puisque nos deux bureaux sont liés. Mais voilà, ça, c'est des petites choses qu'on met en place, mais qui sont très bien accueillies par les collaborateurs parce que on va vers un meilleur équilibre vie privée et vie professionnelle et plus de flexibilité. Alors, on n'est pas encore sur la flexibilité horaire. Ça reste une mise en place, on va dire, ponctuelle à la demande, mais on n'est pas encore sur la mise en place de cette flexibilité. Je sais que dans certaines grandes entreprises, c'est un sujet de réflexion chez nous, mais ce sera mis en place, je pense, peut-être l'année prochaine, mais pas tout de suite, en tout cas. Je ne sais pas si vous vouliez que j'aille dans une direction ou apporter d'autres précisions. Marion, il y a Oui. une question de Laura Gélis qui demande est-ce que cette différence dans les accords TT entre les populations a été bien acceptée? Car j'ai l'impression que les jeunes générations sont en demande de plus d'égalité. Alors, ça a été bien accepté parce que, en fait, les contraintes ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que alors, je vous donne cet exemple. On a 3 jours de télétravail pour la population de Fee-earners à partir du moment où après la période d'essai, on a 3 jours de télétravail pour les fonctions support et 2 jours pour les Fee-earners. Et en fait, on a justifié en fait ce différentiel entre les deux populations par l'activité en fait et la nécessité notamment pour la phase d'apprentissage est plus longue et demande davantage de travail en duo avec son manager, etc. pour les fee-earners que pour les fonctions support. Et donc, en fait, ça a été très bien accepté. Aujourd'hui, on gagne de plus en plus de jours de télétravail en fonction de son ancienneté. C'est-à-dire que quand un collaborateur rentre chez Hayes, il n'a pas de jours de télétravail pendant la première période d'essai, c'est-à-dire pendant les 4 premiers mois. Et puis ensuite, il a droit à un jour de télétravail. Et puis ensuite, à partir du moment où il passera consultant senior, il pourra bénéficier de 2 jours. Mais en fait, l'apprentissage par l'exemple, et on a un management qui est un management de proximité chez Hayes, qui fait que ça a été très bien accepté. Et à partir du moment où le salarié peut, dès la fin de sa période d'essai, bénéficier d'un premier jour, il se sent déjà gagnant. Après, on a une flexibilité aussi, c'est-à-dire que si on a une situation particulière, on peut évidemment répondre à cette situation particulière, mais globalement, non, on n'a pas eu de remontée négative à ce sujet, au sujet du différentiel qui peut exister entre les différentes populations. Ça me permet de rebondir sur ce que vient de dire Marion. Effectivement, je ne l'ai pas évoqué, mais cette dimension de diversité, d'équité et d'inclusion est fondamentale, que chacun se sente écouté, entendu au regard des
les spécificités de chacun. Marion faisait référence aux jeunes générations. On a d'autres profils entre les introvertis et les extravertis. C'est aussi une autre approche à ajuster. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, il y a une pluralité d'individualités à adresser tout en tenant compte d'un collectif. Et je trouve que le retour d'expérience de Hayes sur ce taux de flex ajusté par équipe est intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, alors c'est un phénomène qui est relativement nouveau, mais aujourd'hui, les entreprises ont tendance à raisonner sur un taux de flex global. Et je trouve qu'il y aurait tout intérêt justement à affiner cette analyse du taux de flex à déployer au sein d'une organisation au regard des spécificités à la fois des individualités, mais aussi des équipes qui n'exercent pas le même métier et qui, du coup, n'ont pas les mêmes contraintes en termes de ces besoins de flexibilité. Donc, comme disent nos amis anglo-saxons, one size does not fit all. Et donc, il y a tout un travail d'exploration, d'investigation à faire pour chaque entreprise donnée. Sur ce sujet, je vous engage à regarder ce qu'a fait la CNAV de façon un peu surprenante pour un EPIC, puisque la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ils n'ont pas fait un seul accord télétravail, mais 3 accords télétravail en fonction des différentes populations. Et je trouvais ça génial parce qu'il y a un accord manager, il y a un accord jeunes parents et aidants, et il y a un accord pour le tout venant. Et je trouvais ça très intéressant que enfin, tout le monde sait quand on travaille dans les RH à quel point négocier un accord télétravail, c'est long, périlleux, compliqué et quelquefois houleux. Et notamment à la CNAF qui est très syndiquée. Et ils se sont attelés à la tâche de faire en fait des accords télétravail sur mesure. Et j'aime beaucoup notamment le fait qu'ils aient distingué les managers qui ont cette fonction pilier dans le travail hybride et de mettre aussi les jeunes parents et les aidants. On n'y pense pas souvent. Et quand on interroge le DRH sur pourquoi les jeunes parents, on a tous fait comme on pouvait avant, etc., et on était obligé de venir au bureau, il dit, mais vous ne vous souvenez pas à quel point être jeune parent, on est fatigué en permanence et que c'est pas très utile en fait d'avoir des gens épuisés à 9h le matin dans le bureau. Et cette population qui était invisible parce que les jeunes parents, ça représente beaucoup de monde. Les aidants, ils ne sont pas catégorisés, c'est difficile. On ne sait pas qui est un aidant. Ça peut être d'un enfant handicapé ou d'un parent ou d'un frère ou d'une sœur. Des gens qui sont très invisibles dans l'entreprise et qui ne le sont plus à la CNAV aujourd'hui. Je voulais en parler parce que j'adore cet accord télétravail et c'est le seul que j'ai vu comme ça. Et si ça peut inspirer et répondre aussi à la question de Laura Gélis, et ça a été très bien accepté au sein de cette entreprise qui représente 15 000 personnes quand même. Alors, je vais partager de nouveau mon écran pour que vous puissiez visualiser cette petite démo en espérant que cette fois, ça va fonctionner.
Voilà, Merci Céline, ça a fonctionné pour moi, en tout cas. Oui, absolument. parfait. Donc, il y a peut-être des questions sur cette petite démo. Moi, j'avais une question sur la partie événements qu'on voit passer sur la vidéo. C'est bien sûr des événements en interne pour que les collaborateurs puissent s'organiser si ils prévoient de faire des choses entre eux. Absolument. On va vous avouer la vérité, on a copié-collé la façon dont Facebook organise les événements, parce qu'on trouve que c'est la meilleure fonctionnalité de Facebook et probablement la seule raison pour laquelle les gens ne se sont pas désabonnés aujourd'hui. Ce qui permet de créer des événements d'entreprise en appuyant juste sur les noms de groupes. Donc, on peut inviter très rapidement juste l'équipe marketing ou l'équipe marketing et le service client en un clic, gérer aussi et voir qui sont les présents, mettre une date limite de réponse à l'événement pour les gens qui les organisent. C'est quand même toujours plus pratique de pouvoir réserver ou acheter le bon nombre de pains au chocolat et de pouvoir rajouter des photos, des descriptions, une carte, etc. Et ça va se mettre directement dans votre agenda habituel. Donc, l'événement que vous créez en quelques clics en fonction de la présence que vous pouvez voir sur Official va se mettre dans votre agenda Outlook, Gmail ou peu importe l'interface que vous utilisez. Et ça rend vraiment service de pouvoir organiser en fonction de la présence. On ne le voit pas dans la démo, mais on a aussi l'organisation de Team Day où on va pousser aux managers les jours où les équipes ont prévu d'être présents et donc de pouvoir dire 92% des membres de l'équipe sont présents le jeudi. On vous suggère d'organiser un team day tous les jeudis en fonction des présences individuelles. Et la même chose, on va pousser à chaque collaborateur. Aujourd'hui, il y a 70% des gens de ton équipe qui sont là ou 80% de l'équipe R&D. Peut-être que tu as envie de venir aujourd'hui au bureau. Donc, on essaie de leur pousser un maximum d'informations de présence pour organiser ces événements de collaboration. Je trouve que c'est intéressant pour l'engagement à la fois des salariés, mais aussi des managers, parce qu'on se rend compte aussi qu'on parlait un peu de ce désengagement en fait, des salariés aussi, le fait de ne plus venir au bureau a une incidence aussi sur la motivation et l'engagement dans la fonction. Et c'est vrai que je trouve que ça peut permettre aussi de prendre conscience pour le salarié comme pour le manager. Vous disiez tout à l'heure, tiens, ce manager n'a pas vu son collaborateur depuis 30 jours. Ça peut donner aussi une alerte et faire prendre conscience à la ligne hiérarchique peut-être au-dessus ou aux autres équipes même aux collaborateurs, mais en tout cas, avoir une prise de conscience du fait de ne pas avoir vu son équipe depuis X temps, c'est aussi être confronté à une réalité. Et alors, c'est vrai que notre organisation en interne fait qu'en ayant des jours obligatoires, on croise forcément du monde, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent essentiellement le lundi et le vendredi. Et à terme, ça finit par, sachant que l'essentiel des équipes parisiennes, par exemple, est présente entre le mardi et le jeudi, on a des personnes qui commencent à travailler, qui prennent l'habitude de travailler un peu en marge, en dehors des temps de présence des autres, en dehors des moments, qui du coup se déshabituent aussi au fait de travailler avec du monde et du bruit, et qui du coup, donc en fait, il y a aussi, ça peut être aussi un petit indicateur, une petite alerte, je trouve, pour le management, on va dire en général, sur effectivement un collaborateur qui n'est jamais présent en même temps que son équipe, ou un manager qui ne voit pas qui n'a pas vu quelqu'un de son équipe depuis X temps, c'est une alerte. C'est une alerte pour voilà. Et donc ça, je trouve que c'est effectivement intéressant. Vous avez absolument raison quand je parle avec nos clients ou encore plus nos prospects, que je leur dis depuis combien de temps vous n'avez pas vu toute votre équipe ensemble. Du tac au tac, ils me répondent: ah, mais nous, c'est très simple, on a rendez-vous le mercredi, donc je vois tout le monde le mercredi. Je dis: est-ce qu'il y avait 100% de l'équipe mercredi? Non, bien sûr, parce que Raphaël était en congé et Bob était en formation. Et je dis: bon, alors du coup, est-ce qu'on peut remonter? Et dire: bah non, mais avant ça, je ne me souviens pas. Et en réalité, quand on n'a pas la data, c'est très difficile, et ce serait vraiment trop d'efforts, que de savoir depuis combien de temps est-ce que l'équipe ne s'est pas réunie tout ensemble ou depuis combien de temps on n'a pas vu une personne en particulier. Et l'effet de masse, en moyenne, une équipe, c'est 4 à 7 personnes pour un manager. C'est très compliqué de tenir le track record de la présence.
pour autant, je suis d'accord avec vous, elle est essentielle dans le rôle du manager et de la cohésion d'équipe. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait le voir effectivement en négatif en se disant bah, c'est une façon de traquer, mais en fait, c'est surtout de se dire il faut que le manager puisse aussi voir toutes ses équipes et c'est aussi pousser le manager à s'impliquer avec 100% de son équipe et ne pas accepter, par exemple, qu'une personne ne vienne plus jamais pendant le temps de présence du reste de l'équipe, et parce que c'est une façon c'est une sorte de désengagement. C'est le début en fait d'une démission, en fait, quelqu'un qui ne viendrait plus du tout travailler avec le reste de son équipe, qui viendrait toujours en décalé ou qui sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quelqu'un qui ne se sent pas bien du coup dans son équipe s'il n'a pas envie de retrouver son équipe pour venir travailler. Donc, ce sont des points d'alerte sur lesquels je trouve qu'il est intéressant de sensibiliser du coup les managers. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas certaine qu'avec notre mode de fonctionnement, alors il y a ces jours de présence obligatoires, donc bon, mais je pense qu'effectivement, pour qu'une équipe ait travaillé au complet, enfin, je ne sais pas si tous les managers, comme vous disiez, seraient capables de dire quelle date ils ont eu de la totalité de leur équipe ensemble. Non, non, ils ne le savent pas et c'est très intéressant ce que vous disiez sur le désengagement et Céline en parlait du quiet quitting. Et au-delà du quiet quitting, même de regarder les évolutions d'utilisation du bureau ou l'inverse de la maison. Nous, on forme les managers à regarder s'il y a des changements de pattern. Typiquement, quelqu'un qui venait beaucoup au bureau et qui n'y vient plus, c'est une occasion pour le manager de demander s'il y a une personne toxique dans son entourage ou une raison valable de plus venir, qui peut être un déménagement ou des choses moins graves. L'inverse est aussi extrêmement intéressant. Quelqu'un qui venait, qui restait beaucoup à la maison et qui revient tout d'un coup énormément au bureau. Malheureusement, on l'a beaucoup vu pendant le Covid et on a parlé des femmes notamment dans ce contexte. Ça peut être une alerte et une façon d'adresser un problème personnel qu'on ne pourrait pas rendre visible et qui est assez délicat. Donc, observer les fractures et les différences, quelquefois, c'est rien, mais ce serait dommage de passer à côté. Et la data, pour ça, oui, ça pourrait s'apparenter à du tracking. Ce n'est pas le cas quand on est en transparence et en collaboration, puisque le stagiaire voit où est la CEO, CEO et l'inverse est vrai. Donc, c'est vraiment une collaboration dans ce cas. C'est la raison pour laquelle nous, on dit toujours non quand les entreprises nous demandent de cacher une partie de la présence des gens. C'est personne ou tout le monde. Et ce qui évite le sentiment de tracking. C'est ça. Et donc, cette transparence, Tout à fait. Et c'est vraiment un outil qui peut faciliter la vie des managers. On a évoqué le burn-out des managers. Avant l'été, il y a un baromètre qui est sorti et qui mentionnait qu'un manager sur 3 ne voulait plus exercer cette fonction de manager parce que justement, avec le travail hybride, c'était devenu trop compliqué. Et typiquement, vous venez de très bien exprimer toutes les deux, ce type d'outil peut contribuer justement à leur faciliter la vie dans cette nouvelle dimension managériale hybride qui est plus compliquée que de manager une équipe en présentiel à 100%. Mais c'est vrai qu'on rencontre cette problématique managériale, c'est-à-dire qu'on a effectivement de plus en plus, c'est une fonction compliquée, d'autant plus que chez Hays, l'essentiel de nos managers sont des managers opérationnels, c'est-à-dire qu'en fait, ils managent des équipes tout en continuant à produire, donc à faire des recrutements, etc., avoir un plan de charge. Et aujourd'hui, on a une problématique de fidélisation des managers opérationnels. On a de plus en plus de managers qui, et notamment depuis la crise sanitaire, ont envie de changer de fonction et de ne plus manager. Et donc, ont envie de pouvoir gérer leur propre plan de charge et puis avoir aussi un meilleur… Alors, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais c'est avoir un meilleur équilibre, vie privée, vie professionnelle, moins d'horaires à rallonge. Alors, même si, effectivement, on a mis en place des choses, et notamment pour les parents. Alors, les salariés aidants, c'est un sujet de réflexion chez nous, parce qu'effectivement, il y a une vraie… En fait, c'est invisible. Ce sont des salariés invisibles et qui, pourtant, ont beaucoup de responsabilités à côté. Et donc, voilà. Donc ça, c'est un sujet de réflexion, mais par exemple pour les jeunes parents, voilà, on sait qu'il est très compliqué, notamment, d'ailleurs, c'est cette population qui nous demande en général une flexibilité horaire le matin, le soir, voilà. Donc, mais pour revenir du coup, voilà, à cette question de cet équilibre-là, je trouve qu'on doit encore travailler sur le sujet. Voilà. J'ai une question pour vous, Marion.
Par rapport au recrutement, vous ne rencontrez pas des gens qui, sur des fonctions support, disent oh bah non, moi je veux que ça soit totalement en télétravail, je ne veux pas venir au bureau ou autre? Non, on n'a pas rencontré. Alors après, c'est vrai que on donne un cadre aussi au départ, c'est-à-dire qu'on va informer le futur collaborateur de notre rythme en fait de télétravail et donc de notre accord. Donc c'est vrai que voilà, une personne, on a aujourd'hui aucun collaborateur. Alors on a des collaborateurs en full remote qui effectivement ne sont pas des managers, ont plus de, on a défini en fait un cadre pour cette population-là qui a plus de 10 ans d'ancienneté, qui doit avoir plus de 10 ans d'ancienneté, ne pas manager une équipe, etc., et qui revient au bureau, au siège, du coup, au moins 2 jours par mois. Mais sinon, après, le cadre est défini au départ avec ce rythme de télétravail qui est du coup de 2 à 3 jours par semaine en fonction de l'ancienneté. Donc voilà, mais on a effectivement on a quelques salariés, je dirais qu'au total, on doit avoir une dizaine de salariés, donc c'est vraiment un tout petit pourcentage par rapport à la masse, mais voilà, qui sont en full remote et qui ont une situation particulière et qui peuvent travailler du coup de chez eux à 100% sans passer par un bureau AISE, si ce n'est que 2 jours par mois. Voilà. Ce qu'on appelle le full remote, c'est nous, ça reste quand même 2 jours par mois de présence au bureau, au siège. Merci. Céline? Non, moi, j'ai plus de questions. Je voulais savoir si l'audience souhaitait partager des retours d'expérience, des questionnements particuliers. Sinon, je pense que on peut conclure si il n'y a plus de réaction au niveau de l'audience. Je pense qu'on on peut peut-être demander à chacun d'entre vous de faire un petit mot de conclusion. Oui, alors je peux Des commencer si vous recommandations. voulez. Donc, je vais faire référence à un chiffre qui est paru dans le dernier baromètre de Malakoff Humanis sur les nouveaux modes d'organisation du travail, paru en février 2022, où 64% des dirigeants étaient conscients que effectivement le travail hybride était devenu incontournable pour justement favoriser, améliorer l'engagement des collaborateurs. Mais une fois qu'on a dit ça, et nos échanges aujourd'hui l'ont démontré une fois de plus, c'est que on a une pluralité d'individualités à adresser au-delà du collectif et que donc la data reste fondamentale à toutes les phases d'un projet de transformation, que ce soit en amont pour bien comprendre les attentes et les besoins des différents collaborateurs dans une organisation, mais aussi post-transformation, une fois arrivés dans leur nouvel environnement de travail, voir ce qui a fonctionné, voir également ce qui a moins bien fonctionné. Tout ça pour dire qu'en fait, la data, elle est juste incontournable. Et nous, on est très attachés à justement appuyer toutes nos réflexions et toutes nos solutions sur du factuel en s'appuyant sur la data, quelle qu'elle soit. C'est fondamental. Voilà, donc on parle maintenant de travail hybride flexible versus travail hybride réglementé. Voilà, à voir en fonction des spécificités des organisations où mettre le curseur sur le niveau de travail hybride et de flexibilité. Okay. Merci Céline. Audrey? Je ne peux pas dire mieux que Céline, évidemment, la data, c'est au cœur de ce qu'on fait tous les jours. Mais du coup, je voudrais, de mon côté, rendre sur le bureau. Parce que il y avait une personne dans les commentaires qui disait ne pas oublier que tout le monde n'est pas égal dans le télétravail. Je crois profondément que le bureau, du coup, permet l'égalité dans le travail, puisque qu'on soit stagiaire payé 600 € par mois ou chef d'entreprise, le bureau est l'endroit où on est tous logés à la même enseigne et on a même le même accès à tout le confort et aux services dont vous parliez. Donc, j'espère que le bureau fera long feu. Marion?
Moi, je voulais juste donner 2 petits chiffres pour terminer parce qu'on réalise chaque année une enquête interne auprès de l'ensemble de nos salariés. Et on a, à la dernière enquête, donc au mois de mai, on a toujours des craintes sur effectivement cette question de l'engagement. Et en fait, on a 75% des salariés qui ont toujours un fort sentiment d'appartenance à l'entreprise. Donc, c'est plutôt rassurant. Et 90% des salariés qui se sentent en cohésion avec leur équipe, même quand ils ne sont pas au travail. Donc, en fait, je voulais terminer aussi sur cette note-là positive, c'est-à-dire que même si on a effectivement des craintes quant à cette question des engagements, de la démission, on a quand même des salariés aujourd'hui qui, dans ce nouveau mode de travail hybride, se sentent bien, ont le sentiment d'avoir un bon équilibre et acceptent et adhèrent en fait à ce mode de travail. Donc, on arrive, je trouve ça rassurant de se dire qu'on arrive à transmettre et à former nos jeunes collaborateurs et à maintenir en fait notre culture d'entreprise, etc. Dans ce mode de travail où effectivement on se voit moins différemment. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a une bonne adaptabilité aussi et je trouve que c'est plutôt positif et rassurant. Voilà. Eh bien, merci Marion. Complètement. Merci beaucoup à toutes les trois. C'était passionnant. Et donc, je pense qu'on va devoir terminer là. Je pense qu'on pourrait continuer encore au moins 1 heure sur cet échange. Beaucoup de choses à dire. Oui. Merci Health, merci Arshita. Merci beaucoup. Merci à à vous. vous pour cette opportunité. Merci. Et merci bonne à Merci journée. beaucoup. Merci à tous. Merci. Bonne fin de Merci à la journée. Chambre de commerce. Au revoir. À Bonne bientôt. journée. Merci. Au À revoir. bientôt.